Jeudi, on refera un autre contrôle à la place Et de est-ce qu'on celui-ci. pourrait avoir la meilleure des deux notes, du coup? Mais pourquoi? Si vous Parce avez que, compris aujourd'hui, vous aurez compris jeudi. oui, mais on ne sait jamais. Les questions peuvent être différentes et plus dures. Écoutez, je verrai. Ok. Je vous assure Monsieur, que j'ai une question. je réfléchirai. Oui, Si on fait le contrôle jeudi, ce sera sur le même programme que ce ce sera le qu'on même a. programme. Ouais. Ce Ok, sera le d'accord, même programme. merci. On en fera un autre le 12 avril et Oui, là, ce encore sera un sur tout. dernier le 15 avril. D'accord. Hein, donc, la semaine du 12 avril, vous aurez 3 contrôles, 2 mini-CC, le 12 et le 15, et le 17. Sachant que D'accord. le 12 et le 15, on fera de la bactério. Donc, le dernier contrôle, le dernier mini-CC sera sur de la bactérie. Donc, il faut que j'avance pour qu'on y arrive. Ouais, vous marchandez un peu trop. Ouais, moi, je ne suis pas vendeur de voiture. Hein, attention. Allez, on y va. Je partage. Excusez-moi. Ouais, le Est-ce que contrôle ne c'est... comptera pas, Lucas. Oui, merci. Est-ce qu'on pourrait avoir une banque de données pour s'entraîner sur ce genre Non. sur ce programme? Mais non, parce que je vous avais dit, on fera comme la dernière fois, donc je vous les remettrai pour pour la dernière évaluation. D'accord. Merci. Ok, je vous en prie. Alors, normalement, vous voyez mon diaporama. Donc, j'ai remis juste, je repars 2 diapos avec un décalage de 2 diapos pour replacer un peu les choses dans leur contexte. Donc, on était sur l'application chez la drosophile de la mesure de la recombinaison. Et donc, des différents cas qu'on pouvait observer si on avait, par exemple, 2 gènes mutés dans une souche qu'on croisait par une souche sauvage. Donc, c'est ce qu'on avait vu avec la souche qui était mutée dans les gènes BLAC et cardinal. Oui, Émile, 17 avril, c'est en présentiel, c'est un samedi matin. Donc, BLAC cardinal, croisé par une souche sauvage, on obtient la F1 et soit on fait le croisement F1 par F1, auquel cas on attend, si les 2 gènes sont physiquement indépendants, 9/16 d'individus qui ont les 2 phénotypes dominants, 3/16 des drosophiles qui ont un des 2 phénotypes dominants et l'autre phénotype récessif, 3/16 du complémentaire, et puis 1/16 d'individus qui ont les deux qui sont du phénotype correspondant aux 2 phénotypes récessifs. Par contre, si les gènes sont physiquement liés, alors on va avoir des fréquences qui sont marquées ici, 3-R sur 4, R sur 4, R sur 4, 1-R sur 4, donc les R sur 4 correspondant aux recombinants. Et puis, en fait, ce 3-R sur 4, ce R sur 4 et ce 1-R sur 4, en fonction de si mes gènes sont génétiquement liés ou génétiquement indépendants, même s'ils sont physiquement liés, eh ben, je vais avoir ce que vous voyez ici. Donc, s'ils sont génétiquement indépendants, 5/8 et 1/8 pour chaque. Et puis, sinon, s'ils sont physiquement liés, bah, ce 5/8 va tendre vers 3/4. Plus les gènes sont liés, plus ça va tendre vers 3/4. Le 1/8 va tendre vers 0 pour les 2 recombinés ou vers 1/4 pour le parental. OK? Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et puis, si on croisait non pas F1 par F1, mais F1, si on faisait un test cross F1 par la souche qui porte les phénotypes récessifs, eh ben, si les deux gènes sont physiquement indépendants, on attend 4 types de phénotypes ayant les mêmes fréquences. Si ils sont physiquement liés, on attend en fonction du sens du croisement, si c'est des mâles F1, 2 types de phénotypes. Et si ce sont les femelles qui sont F1, alors on attend 4 types de phénotypes. Et dans ce cas-là, on pourra calculer la distance génétique, et seulement dans ce cas-là. C'est ça, Léa. La note d'aujourd'hui ne compte pas parce qu'il y a eu des bugs sur la plateforme. Donc, on refera un contrôle jeudi pour remplacer celui-ci. Voilà. Donc, voilà, ça, c'était pour resituer la conclusion de la semaine dernière. Enfin, de jeudi dernier. De lundi dernier, pardon. Donc, qu'est-ce que je n'avais pas mis? Je ne vous avais pas mis cet exemple-là où je croise 2 souches, chacune mutée sur un gène différent. Okay, une mutée dans le gène BLAC, l'autre mutée dans le gène cardinal. Et je les croise ensemble. Donc là, j'obtiens mes F1. Donc mes F1, elles sont BLAC plus cardinal sur BLAC sur cardinal plus. Hein, quand je vous rappelle que chez la drosophile, si je ne mets pas de moins, si je ne mets pas de plus, c'est que c'est un moins. Okay.
Et ça, ces individus sont gris, rouge, brique. Ça, c'est la même chose que ce qu'on avait dans le croisement avant. Hein. Black CD, black plus, CD plus, rouge, brique. Là, c'est la même chose. Je suis hétérozygote pour black, hétérozygote pour cardinal. Donc, j'ai des individus qui sont gris, rouge, brique. Alors, si mes deux gènes sont génétiquement indépendants, physiquement indépendants, pardon, ben, j'attends toujours mon 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e, ça ne change rien. Par contre, s'ils sont physiquement liés, vous allez voir que ça va changer. Ça va changer parce que s'ils sont physiquement liés, eh ben, le mâle F1, il va donner que des black plus CD comme gamètes ou des black CD+. Okay. Qu'est-ce qu'on observe là? On observe donc là les gamètes du mâle sur les deux lignes et les gamètes de la femelle qui peut donner des gamètes recombinants qui sont donc, black moins CD moins et black plus CD+. Et donc, si je regarde bien quel phénotype j'observe, alors à partir du moment où je suis CD+, je vais avoir un œil rouge brique. Donc, vous voyez que sur la première ligne, toutes les mouches auront l'œil rouge brique. Sur la deuxième ligne, comme le gamète apporte un allèle sauvage de black, ben, je vais avoir tous les individus qui vont être de phénotype gris. Donc, vous voyez ici, peu importe là, c'est chez la F1 que c'est important, Audrey. Ça va être important quand on va avoir une liaison à l'X, et c'est les diapos qui suivent. Là, peu importe. Mais c'est important dans le croisement F1 par... Enfin, ce qui est important, c'est dans le croisement F1 par la souche porte... Enfin, dans le test cross, mais là, vous voyez qu'on ne va pas pouvoir faire de test cross puisque je n'ai pas de lignée qui est black CD. Okay. Je n'ai pas une lignée qui porte les deux phénotypes qui sont récessifs. Donc, je suis obligé de faire le croisement F1 par F1. Et donc là, le mâle, il donne que 2 types de gamètes, la femelle, 4 types de gamètes. Et vous voyez le tableau avec la fréquence des gamètes ici, donc 1,5 pour les 2 gamètes mâles, R sur 2 pour les 2 gamètes recombinants et 1 moins R sur 2 pour les 2 gamètes non recombinants, les 2 gamètes parentaux. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a 2 black rouge brique, on a 2 gris rouge vif et 4 gris rouge brique. Donc, j'ai un demi, un demi, un quart. Et 0 de black rouge vif. Zoé, je vais y revenir, si ça vous va. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'ici, le résultat, il est indépendant de... Parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, j'imagine. Donc, si je regarde la fréquence des black rouge briques, donc ceci, la fréquence des black rouge briques, donc c'est cela, c'est R sur 2 fois 1 demi, c'est-à-dire cette fréquence fois celle-ci, plus 1 moins R sur 2 fois toujours 1 demi. Okay, donc c'est la fréquence des individus de ce génotype. Et R sur 4 plus 1 moins R sur 4, ça me donne bien un quart. Okay. Si je fais le même calcul pour les rouges vifs qui sont là, j'y arrive pas, décidément, hop, pour les gris rouges vifs et qui sont là, vous voyez que c'est exactement la même chose. R sur 4 pour celui-là, R sur 2 fois 1 demi, plus 1 moins R sur 2 fois 1 demi, ça me donne toujours un quart. Okay, donc, ça me donne un quart de chaque. Et puis, bah, évidemment, comme sur 100%, si j'en enlève 2 fois 25%, il m'en reste 50%, il m'en reste 1,5 qui sont gris, rouge, brique. Donc, vous voyez que le résultat ici, il est indépendant de R. Donc, si je suis dans ce cas-là, je serai dans l'incapacité de conclure à une liaison génétique ou non. Et je serai encore plus dans l'incapacité de calculer une fréquence de recombinaison. Okay, parce que tous mes résultats ils sont indépendants de la fréquence de recombinaison qui est R. Excusez-moi, monsieur. Je vous écoute. J'ai toujours pas trop. En fait, j'ai du mal à comprendre comment on sait que c'est R sur 2 ou R, enfin 1 moins R sur 2.
Un Ok. moins R, du coup, c'est toujours pour les parentaux et R, c'est pour les recombinés. Alors, R, c'est la fréquence de recombinaison. Donc, ouais, tout à fait. La fréquence des gamètes recombinés ou des spores recombinés, c'est toujours R sur 2. Parce qu'en fait, les deux gamètes recombinés sont produits par le même événement. Donc, la moitié des gamètes recombinés sont d'un génotype et puis l'autre moitié de l'autre génotype recombiné. Donc, et la fréquence des gamètes recombinés, c'est la somme de tous les recombinants sur le total. Donc, par définition, la R, je le calcule en faisant la somme de tout ce qu'il y a dans cette colonne et dans cette colonne. OK ? Donc, je fais R sur 2 fois 1,5 plus R sur 2 fois 1,5 plus R sur 2 fois 1,5 plus R sur 2 fois 1,5. Donc, ça me fait 4 fois R divisé par 4. Ça me donne bien R, par définition. Et 1 moins R, c'est 100% moins la fréquence des recombinés. OK ? Donc, c'est 1, 100%, 100 divisé par 100, ça fait 1, moins la fréquence des recombinés qui est R. OK ? Et encore une fois, mes gamètes non recombinés, mes parentaux, eh ben, ils ont la même fréquence. Donc, cette fréquence 1 moins R, je dois la répartir en deux pour chacun des… Oh là là, il fait n'importe quoi. Pour chacun des gamètes recombinés. OK ? Donc, d'où le 1 moins R sur 2. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur du coup la diapositive d'avant, il y avait R sur 3, je crois, ou enfin il y avait quelque chose de différent. Ouais, voilà, 3 moins R sur 4. Ça, il faut revenir à ça. C'est les mêmes fréquences de gamètes. Si vous regardez les fréquences de gamètes, elles sont les mêmes là. 1 moins R sur 2, R sur 2, R sur 2, 1 moins R sur 2. C'est exactement les mêmes. Sauf que, regardez le nombre de gamètes pour faire black, rouge, vif. Il n'y en a qu'une. Ici. Donc, black, rouge, vif, il a une fréquence de 1 moins R sur 4. 1 moins R sur 2 fois 1,5. Les gris, rouge, vif, il y en a un qui est là, qui a une fréquence de R sur 2 fois 1,5, d'où le R sur 4. Pareil pour le black, rouge, brick, R sur 2 fois 1,5. Et tout le reste, ces 4 cases-là plus cette case-là, donc les 5 cases qui restent, la somme de leur fréquence, ça fait 3 moins R sur 4. Okay ? Si vous faites la somme de tout ça, ça va vous faire 1. 100% des cas, quoi. C'est plus clair ? Oui, merci. Ouais. Mais du coup, on aura faux si par exemple, en contrôle en présentiel, on écrit que c'est 1 moins R sur 2, on aura faux du coup. Et c'est la fréquence des gamètes. OK ? Vous voyez bien, c'est bien les mêmes fréquences chaque fois. Le 1 moins R sur 2, R sur 2, R sur 2, 1 moins R sur 2, c'est bien la même fréquence que ce que vous voyez. Alors, quand vous avez de la recombinaison, hein, c'est bien la même fréquence que ce que je vous ai mis ici. OK ? Vous avez R sur 2, 1 moins R sur 2, 1 moins R sur 2, R sur 2. C'est les mêmes fréquences de gamètes. Ce qui change, c'est le croisement que vous faites. Oui. OK ? Ouais. OK, génial. Hop. Faites bien la distinction. Votre méiose, elle fait la même chose. Mais quand vous faites des croisements différents, vous avez des résultats différents. Est-ce que vous pouvez… Alors, il y a Audrey qui pose des questions. Alors, déjà, Zoé, est-ce que ça répond à ta question? Ou pas? Bof, ok. Alors, je reviens à celle-là. Ce que vous voyez ici, c'est que déjà, j'ai une souche qui porte les deux allèles qui sont associés au phénotype récessif, black rouge vif. Donc, elle me permet de faire quoi? Elle me permet de faire un test cross, ce que je ne peux pas faire dans le croisement d'après, puisque dans le croisement d'après, j'en ai une qui porte rouge vif et l'autre qui porte black. Donc, toutes les deux, elles ont un des phénotypes récessifs. Donc, je n'ai pas une souche qui porte les deux phénotypes récessifs. Donc, je ne peux pas faire le test cross. Parce que je m'intéresse à deux phénotypes. Si je m'intéressais qu'à un phénotype, il n'y aurait pas le problème. Quand je fais mon croisement, qu'est-ce que j'observe? J'observe, si c'est physiquement indépendant, 9, 3, 3, 1. On est d'accord? C'est la même chose ici. Par contre, si c'est physiquement lié,
Ici, j'avais 3 moins R sur 4, R sur 4, R sur 4, 1 moins R sur 4. Là, j'ai 1 demi, 1 quart, 0. Pourquoi? Parce que mon mâle, qui ne peut pas faire de recombinaison, ici, il est toujours porteur d'un des allèles qui confère, voilà, évidemment, qui confère, je vais le surligner, hein, hop, 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 qui confère un des phénotypes dominants. Okay. Donc ça m'empêche de pouvoir déduire quoi que ce soit de ce tableau de croisement. Parce que les fréquences, les fréquences des gamètes vont être modifiées, tout simplement. Donc, il va falloir faire ce tableau, et c'est ce qu'on va vous demander. Moi, je ne vais pas vous le demander en petit QCM parce que vous n'avez pas le temps, mais en contrôle en présentiel, c'est ça qu'on va vous demander de faire, c'est faire ces tableaux de croisement et en déduire les fréquences des différents types de gamètes. Okay. Donc, vous allez faire toujours la même chose. Vous allez faire votre première hypothèse. Un seul gène est responsable de toute la différence génétique entre les deux souches. Ensuite, si vous rejetez, vous direz deux gènes physiquement indépendants. Et si ce n'est pas vrai, vous prendrez deux gènes génétiquement liés et vous calculerez une distance génétique qui vous trouvez. Alors, je vous écoute. What's your problem? I don't know, speaking English. Oh, Julien? Non, du tout. Ok, donc Zoé n'arrive pas à voir la différence. Regardez ce tableau, Zoé. Regardez le tableau qui est en bas. Ok, regardez ce tableau. Vous reprendrez le tableau chez vous au calme, mais CD+, ça va faire que tout le monde est rouge brique là. B+, ça va faire que tout le monde est gris ici. Donc, ça veut dire que les blacks rouges vifs, vous en aurez 0. Vous n'êtes pas capable d'avoir des blacks rouges vifs parce que pour être black rouge vif, il faut être mutant homozygote pour black et mutant homozygote pour cardinal. Or, ça n'est pas possible à partir du moment où les gènes sont physiquement liés, parce que s'ils sont physiquement liés, ce que vous avez, voilà, hop, vous avez ça chez la F1, et le mâle ne peut pas faire de recombinant. Okay, donc, le mâle, il va donner soit black avec cardinal plus, soit black plus avec cardinal. Okay, les deux types de gamètes que vous avez là. Donc, ça veut dire que vous n'aurez jamais d'individu qui sera capable d'être, qui pourra être black sur black, CD sur CD. Alors que hop, dans ce croisement-là, qu'est-ce qu'on observe? Je vais prendre, voilà, je vais prendre ce tableau-là, ce sera plus parlant. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que j'ai des blacks cardinal, alors là, ce n'était pas cardinal, c'était cinnabar, pardon, et des blacks plus, cinnabar plus. Donc là, je peux avoir mes blacks rouges vifs. Pas de souci pour les trouver, ils sont là. Ils sont bien black sur black, cinnabar sur cinnabar. C'est bon ou pas, Zoé? Monsieur, vous m'entendez? Oui. Mais du coup, s'il n'y a pas de recombinaison avec le mâle, il sert à quoi ce croisement? Bah, il sert à avoir des descendants parce que c'est le problème avec les femelles, elles ne sont pas capables de faire des descendants toutes seules. Oui, c'est vrai, ça je sais, enfin, je m'en doute. Mais du coup, on fait principalement des tests cross avec la drosophile. Bah, on préfère faire des tests cross, mais vous voyez bien que dans cet exemple-là, je ne peux pas faire de test cross. Parce qu'il n'est pas récessif, homozygote récessif. Il n'y a pas de souche qui porte les deux phénotypes récessifs. Ouais. Ok, d'accord, ok, je comprends. Donc du coup, dans ce cas-là, on fait un test F1 par F1 et bah, c'est un peu faussé, mais c'est pas grave. C'est pas faussé? Bah, comme il n'y a pas de recombinaison avec les mâles. Ah ben, c'est pas faussé, c'est que ça me permet pas. Je saurais juste si mes gènes ils sont physiquement indépendants ou physiquement liés. Je ne saurais pas s'ils sont génétiquement liés. Ok, d'accord, j'ai tout compris. Merci, monsieur. Eh ben, c'est génial, c'est que le bonheur. Alors, Julien, je me demandais, au vu des effectifs, s'il était possible de ne pas passer par la vérification de la première hypothèse, s'il est absolument clair que ce ne sera pas la bonne réponse. Dans la vraie vie, oui. En contrôle de génétique, non. Parce qu'on vous note là-dessus, on vous attribue des points là-dessus.
Voilà. Alors, imaginons que ça, là, vous voyez que c'est B plus CD et B CD plus, mes deux souches. Mais on peut imaginer que cardinal, il conférerait un phénotype dominant, enfin, la mutation de cardinal conférerait un phénotype dominant par rapport à l'allèle sauvage cardinal plus. Et inversement, et Black, il pourrait conférer, la mutation de Black pourrait conférer un phénotype récessif. Donc, on pourrait imaginer qu'en étant B, CD et croisé par B plus, CD plus, on se retrouve dans la même situation que là. Hein. C'est vraiment l'impossibilité, c'est le fait que l'allèle qui est associé au phénotype, à un des phénotypes récessifs, est lié génétiquement et physiquement, enfin, lié physiquement, pardon, à l'allèle. Je ne sais plus ce que j'ai dit pour le premier. L'allèle qui est responsable du phénotype récessif pour un des caractères soit associé à l'allèle qui est responsable du phénotype dominant pour l'autre caractère. Okay, donc, un récessif avec un dominant, entre guillemets, ça va, et la réciproque pour l'autre type de gamète, ça m'empêche de pouvoir analyser la recombinaison. Okay, ça me dira juste, est-ce que les gènes sont physiquement liés ou physiquement indépendants. Donc, si CD+, était récessif avec B ou l'inverse, on pourrait faire un test cross ici. Oui, exactement. Dans ce cas-là, on pourrait faire un test cross ici, et dans l'exemple qu'on avait avant, on n'aurait pas pu. Okay. Donc, ce qui est important, c'est est-ce que les mutations sont associées, confèrent un phénotype récessif par rapport à l'allèle sauvage ou pas, ou inversement. Ok. Donc, c'est pour ça que ça ne sert à rien d'apprendre les trucs par cœur. Okay, et qu'on vous demandera de refaire et les tableaux de croisement en indiquant les génotypes et les phénotypes. Okay, donc, exactement ce type de tableau que vous voyez ici, c'est ça qu'on va vous demander de refaire. Alors, celui-ci ou celui-là, etc. Alors, les cases qui sont noircies ici, évidemment, elles n'ont aucune raison d'être. Moi, je vous les ai mises juste pour vous montrer que c'était le même tableau, que ce qui changeait, c'était juste que comme il n'y avait pas de recombinaison, on perdait ces deux colonnes. Mais vous ne ferez que les choses qui sont utiles, évidemment. Alors, si vous voulez faire tout et barrer, après, vous débrouillez, mais ce n'est pas essentiel, vous perdrez du temps. Audrey, est-ce que quand on doit dire que deux gènes sont génétiquement indépendants ou pas, regardez si on a parental égale recombiné et calculer distance génétique, ça donne la même information. Quand vous regardez si les parentaux ont la même fréquence que les recombinants, vous le faites avec un test de Ki2, Audrey. Donc, vous faites votre test de Ki2 et si votre test de Ki2 vous dit oui, il n'y a pas la même fréquence, alors vous calculez la distance génétique. Maintenant, peut-être que vous allez avoir un léger déficit de recombinants, mais qui n'est pas significatif. Imaginons, au lieu d'avoir 100, vous avez 100 parentaux et au lieu d'avoir 100 recombinants, vous en avez 98, ce ne sera pas significatif comme différence. Si vous calculez une distance génétique, vous allez trouver une distance génétique de 49 unités de recombinaison, ce qui vous ferait conclure normalement que les deux gènes sont génétiquement liés. Or, ce n'est pas significatif, donc on considérera qu'ils ne sont pas génétiquement liés. Okay, donc, on fait d'abord le test de Ki2, et si le test de Ki2 confirme qu'il y a une différence de fréquence entre les recombinants et les parentaux, alors on calcule la distance. Ben non, parce que, encore une fois, le calcul de distance ne vous permet pas d'affirmer que la différence entre la fréquence de recombinés et la différence de parentaux est significative. Ça pourrait être dû au biais du hasard, au hasard de l'échantillonnage. Donc, il faut absolument faire d'abord le calcul de Ki2 avant de faire le calcul de distance. S'il y a une distance à calculer. OK. Donc, ça, c'était pour finir sur cette partie. Et je vais aller maintenant sur quelque chose de plus compliqué. C'est le plus compliqué qu'on va voir un peu dans les histoires de croisement. Enfin, ce qui vous semble le plus compliqué. C'est un peu la même chose. Hein. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Là, on vient de faire déjà quelque chose d'assez costaud, je trouve, avec ces tableaux à 16 cases. C'est la liaison Alix. Alors, je vous rappelle, on avait pris un exemple avec le gène White. Là, j'ai pris un autre gène qui s'appelle AE pour L encoché. Et on va faire deux croisements.
on fait un croisement entre des femelles qui ont l'aile encochée par des mâles à l'aile sauvage et le croisement réciproque. Quand je regarde la descendance, les F1, je vois que les mâles, ils ont l'aile encochée dans le premier croisement et l'aile sauvage dans le deuxième, et alors que dans le deuxième croisement, dans le croisement réciproque, les mâles et les femelles ont les ailes sauvages. Donc cette différence mâle-femelle en fonction du sens de croisement doit vous alerter immédiatement et vous faire dire on a une liaison au chromosome sexuel. Est-ce que ça peut être une liaison à l'Y? Si c'était une liaison à l'Y, il n'y aurait que des mâles qui seraient mutés. Okay. Or, on a ici des femelles, là des mâles. Voilà. Donc, ce n'est pas possible que ce soit lié à l'Y. Et généralement, on ne vous fera pas un coup comme ça sur l'Y parce que il y a très peu de gènes sur l'Y. Donc, on va se confronter plus à des cas qui existent. Chez la drosophile, c'est un tiers des gènes qui sont sur l'X, quand même. Donc, c'est un cinquième, pardon, des gènes qui sont sur l'X. Donc, c'est quand même beaucoup. Ah, je n'ai pas répondu à la question d'Audrey, excusez-moi. Alors, je vais répondre déjà à la question de Maël, qui n'a pas compris visiblement ce que j'ai dit. Je n'ai pas dû être très clair. Donc, vous calculez d'abord si c'est génétiquement lié ou pas. S'il n'y a pas de différence de fréquence entre recombinants et parentaux, c'est que les deux gènes sont génétiquement indépendants et vous ne calculez pas de distance. Ok, Maël? Le calcul de la distance, vous ne le faites que si vous avez démontré auparavant que les deux gènes étaient génétiquement liés. Ok, génial. Alors, Audrey, qu'est-ce que je n'ai pas répondu comme question? Si on calcule si on calcule la distance, on ne voit pas on ne peut pas dire si les deux gènes sont génétiquement liés parce qu'on ne sait pas si les effectifs sont suffisants pour pouvoir affirmer qu'il y a une différence entre la fréquence de gamètes recombinés et la fréquence de gamètes parentaux. Donc, on garde notre hypothèse la plus simple, qui est que les deux gènes sont génétiquement indépendants et qu'on pourra rejeter si on augmente éventuellement nos effectifs. Est-ce que ça répond à votre question, Audrey? Est-ce qu'on peut écrire la fréquence des spores recombinés quand c'est des levures? Oui, mais mettez-le en toutes lettres parce que ça permettra à mes collègues de comprendre ce que vous avez noté. Parce que F de S de R, je pense qu'ils vont avoir du mal. Si vous mettez F fréquence de sport, entre parenthèses sport recombiné et vous expliquez votre abréviation pour la suite, ce n'est pas un problème. Vous avez le droit d'utiliser des abréviations du moment que vous les définissez la première fois que vous les utilisez. Ce n'est pas un souci, ça. Ouais, moi je mets toujours un gamma et mes collègues c'est ce qu'ils font aussi. Donc si vous faites ça, ça sera compris. Ouais, je suis d'accord avec vous, c'est des sports. Réponse de Madame Netter quand je lui ai dit ça, elle m'a dit ouais, enfin les gamètes c'est des sports, c'est des gamètes. Bon, on est d'accord, c'est moyen des gamètes. Donc, mais vous voyez, ça ne trouble pas plus que ça mes collègues qui ne sont pas levuristes de toute façon, qui sont comme moi drosophilistes. Donc, si vous mettez fréquence des gamètes recombinés, ça sera très bien. Des spores recombinés, pardon, ça sera très bien, je ne vous en voudrais pas du tout. Et vous avez peut-être raison, ça vous évitera de vous mélanger les pinceaux entre drosophiles et levure ou autres organismes. Ok, donc revenons à nos moutons. Donc ici, ce que vous voyez, c'est qu'on a une différence suivant le sens du croisement. Donc ça nous alerte d'une liaison au chromosome sexuel. Et ici, je vous ai mis, s'il n'y a qu'un seul gène impliqué, voilà ce qu'on observe. Donc, les femelles, elles sont homozygotes sauvages, homozygotes mutantes, pardon, ou homozygotes sauvages. Elles sont croisées par des mâles qui sont hémizygotes, sauvages ou mutants. Et donc, les mâles de la F1, ils récupèrent le Y du mâle et donc un X de la femelle. C'est-à-dire qu'ici, les mâles, ils ont un phénotype mutant parce que la femelle était mutante. Ici, la femelle était sauvage, donc les mâles ont un phénotype sauvage. Et la F1 femelle nous donne toujours le phénotype qui est dominant, puisque elle est hétérozygote. Donc ça nous permet de dire que le phénotype sauvage est dominant par rapport au phénotype L encoché. Ça va pour tout le monde, ça? Pas de souci? Alors, on continue avec deux gènes. Ouais, il suffit qu'il y ait une différence dans le sens de croisement pour déduire qu'il y a une liaison au sexe, et généralement, c'est une liaison à l'X, donc c'est l'hypothèse qu'on prendra. Sinon, encore une fois, Alexandre, si c'était une liaison à l'Y,
eh ben, ce serait simple, il n'y aurait que les mâles qui seraient mutés de génération en génération. Les mâles transmettraient aux mâles. Alors que là, les mâles ne transmettent jamais. Enfin, sauf si c'est dominant. Les mâles transmettent aux femelles si c'est dominant, mais jamais à leurs descendants mâles. Les femelles transmettent à leurs filles, à leurs fils, pardon, toujours, et à leurs filles si c'est dominant. Enfin, vous me direz si c'est dominant, ouais, voilà, pour une souche pure. Ok, donc je continue. Hop. Prenons un exemple un peu plus compliqué, celui-ci. Je croise donc mes femelles mutantes qui ont un œil réduit avec des mâles sauvages. J'obtiens des mâles et des femelles qui ont tous l'œil réduit. Je croise un mâle par la souche, je fais un test cross par la souche qui a le phénotype récessif, donc œil sauvage, et j'obtiens 50% de mâles œil réduit, 50% de mâles œil sauvage, 100% de femelles œil réduit. Ah, alors là, on voit qu'il y a une différence de phénotype entre mâle et femelle. Ça aussi, ça m'alerte. Et si je fais le croisement réciproque, donc mâle mutant fois femelle SSR, j'obtiens toujours des femelles à l'œil réduit, puisque le phénotype œil réduit est dominant. C'est ce que j'observe ici. Je croise celle-ci par des mâles qui ont je fais un test cross, qui ont le phénotype récessif, et j'obtiens quoi? 25% de mâles qui ont l'œil sauvage, 75% qui ont l'œil réduit, 25% de femelles qui ont l'œil sauvage et 75% qui ont l'œil réduit. Donc là, je n'ai pas de différence mâle-femelle dans ce croisement en termes de fréquence de phénotype, et j'observe un quart, trois quarts. Alors là, vous allez me dire, mais c'est compliqué ça. Un coup, j'ai un quart, trois quarts, un coup, j'ai un demi, et versus 100% en fonction du sexe. Donc là aussi, je suis alerté sur le fait que les deux croisements réciproques ne donnent pas les mêmes résultats, donc j'ai une liaison probablement à l'X. C'est ce qui est marqué ici. Hein. Différence entre les croisements réciproques et différence de phénotype entre mâle et femelle. Je suis alerté sur le fait que j'ai probablement une mutation liée à l'X. OK. Donc, c'est les mêmes croisements, mais je vais masquer, je vais traiter chaque côté séparément. Hein. Donc, c'est pour ça que vous voyez ces cadres visibles, c'est pour vous rappeler qu'on est bien dans le même exemple. Comment ça, on a l'un ou l'autre, Audrey? Au total, vous voulez dire? Oui, au total, j'ai toujours 25% d'œil sauvage et 75% d'œil réduit, oui. Oui, tout à fait. Voilà. Ça veut dire que si j'ai… Alors, je ne suis pas sûr de comprendre votre question, Audrey, mais… C'est-à-dire, si j'ai 200 mouches, je vais avoir 100 femelles à l'œil réduit dans le premier croisement, F1 par sauvage, 50% de mâles œil sauvage, 50 mâles œil sauvage, 50 mâles œil réduit. Et puis, dans l'autre exemple, je vais avoir 25 mâles et 25 femelles œil sauvage et 75 mâles et 75 femelles œil réduit. Donc, on voit bien qu'on n'a pas les mêmes répartitions. On va analyser ça. Première hypothèse, l'hypothèse habituelle, un seul gène est responsable de la différence entre la souche mutante et la souche sauvage pour ce caractère. Les résultats qu'on prédit, si c'est vrai, mais voilà, je vais faire mon croisement. Le mâle, il donne… Alors, le mâle, il serait muté pour le gène R1 et la femelle, elle serait R1 plus homozygote. Donc, le mâle descendant, il serait R1 plus sur Y. Donc, il aurait l'œil sauvage. Et excusez-moi, on s'en fout parce que ce n'est pas lui qu'on croise. Et la femelle, elle serait R1 plus sur R1. OK? C'est mon test de dominance-récessivité. Et donc, quand je croise cette femelle par la souche sauvage, la femelle, elle donne R1 plus ou R1, et le mâle, il donne R1 plus ou Y. Donc, je m'attends à avoir, excusez-moi, 50% d'individus qui vont être sauvages et 50% qui vont avoir l'œil réduit. Or, ce n'est pas ce que j'observe. Donc, je peux rejeter cette hypothèse. Prenons le croisement réciproque. On va voir que c'est la même chose. Il correspond à quoi le phénotype œil sauvage à côté de la femelle pour le premier croisement?
Bah, c'est ma souche sauvage, elle a l'œil sauvage. Elle a un grand œil, quoi. Okay. Plus grand qu'un œil réduit. Sur la diapo d'avant, c'est pareil. Je veux pas... Ça vous va, Aude? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. En fait, je comprends pas parce que sur le deuxième croisement, il y a juste le phénotype œil réduit. Et sur le premier croisement, il y a le phénotype œil réduit qui correspond à la F1 et la femelle SSR qui est œil sauvage, alors qu'avant, il est œil réduit. Bah, oui, les sauvages, ils ont l'œil sauvage. Donc là, le mâle SSR, il est aussi œil sauvage. C'est plus clair? D'accord, ok, merci. Ouais. Excusez-moi, j'aurais pu mettre œil sauvage ici, effectivement. Donc là, je peux déjà rejeter mon hypothèse. Mais on va voir qu'avec le deuxième sens de croisement, on peut aussi. Donc, on pose la même hypothèse. Cette fois-ci, donc mon mâle F1, il a récupéré le Y de la souche sauvage et puis un allèle muté porté par l'X de la souche mutante. Donc, il est R1 sur Y. Le mâle, il va donner soit R1, soit Y. Et la femelle sauvage, elle va donner qu'un allèle sauvage, forcément. Donc, on va être R1 sur R1+. On ne connaît pas le phénotype quand on fait que ce croisement-là, savoir le phénotype. Et évidemment, cette souche-là, elle est R1. Les descendants mâles, ils seront Y sur R1+, donc ils seront sauvages aussi. Donc, ce que vous voyez, par contre, c'est que tous les mâles ici, ils ont le même génotype. Donc, ça permet aussi de rejeter cette hypothèse. Donc, on prenne un croisement ou l'autre, ça suffit pour rejeter. Eh ben, vous voyez, Alexandre, ce tableau, il me dit que ce croisement-là, il devrait me donner tous les mâles qui ont le même génotype, le même phénotype, pardon, sauvage. Or, ici, j'ai la moitié qui ont l'œil réduit. Donc, ça permet de rejeter. Sur le croisement d'avant, je m'attendais à avoir la moitié des individus qui soient mâles ou femelles avec un phénotype sauvage et la moitié qui soit mâle, c'est-à-dire sur cette ligne-là, ou femelle, avec un œil réduit. Or, j'ai 25-75, donc ce n'est pas bon. Ça va, Alexandre? C'est-à-dire ce que prédit l'hypothèse un gène ne correspond pas à ce qu'on observe. C'est bon, Alexandre? OK. Donc, si je rejette cette hypothèse, bah, ça veut dire que je vais prendre l'hypothèse suivante, qui est la plus simple, c'est-à-dire 2 gènes. Okay. Les 2 mutations, donc les 2 gènes mutés chez la souche mutante, sont-ils sur l'X? On va prendre cette hypothèse-là, c'est la plus simple. Enfin, c'est la plus simple. Elle n'est pas plus simple que l'autre, mais celle-là, c'est la première que je prends. OK. Qu'est-ce qu'on attend? Dans ce cas-là, on s'attend à avoir R1+ avec R2+. Okay. C'est ma souche sauvage qui est comme ça. Et la souche mutante, elle est R1, R2. Donc, le mâle, ici, il est R1, R2 récupéré du X de la mère et sur Y récupéré du père. Donc, quand je regarde les gamètes possibles, elles sont soit R1, R2, soit Y. Donc, tous mes mâles devraient être sauvages, encore une fois. Or, j'ai 50% de mâles avec l'œil réduit. Donc, cette hypothèse de 2 gènes sur l'X, ça ne tient pas la route dans cet exemple. Si on fait l'autre croisement, si on reprend l'autre croisement, qu'est-ce que j'attends? Le mutant R1, R2 sur Y et la sauvage R1+, R2+ homozygote. Donc, la femelle F1, elle est R1+ sur R1, R2+ sur R2. Donc, les gamètes que je peux obtenir, comme c'est une femelle, je peux avoir des recombinants. Donc, je peux avoir des R1, R2, R1+, R2+, des R1, R2, des R1+, R2 et des R1, R2+. Par contre, le mâle, étant sauvage, il va donner que des R1+, R2+, ou Y. Donc là, qu'est-ce que je vois? J'obtiens bien un quart de sauvages qui sont mes R1+, R2+, homozygotes ou R1+, R2+, sur Y. Un quart qui est forcément œil réduit parce que ma F1, elle est œil réduit et elle était hétérozygote pour les 2 gènes, donc comme cet individu-là. Ou pour le mâle, ben, c'est comme la souche mutante de départ, R1, R2 sur Y. Donc ça, on sait que c'est réduit.
A priori, le fait d'être muté sur un des gènes, c'est comme ce qu'on avait vu précédemment chez l'alvure, hein, le fait d'être muté dans un des gènes est suffisant pour avoir un œil réduit. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe le reste du tableau qui donne un œil réduit. On pourrait avoir un doute, mais en tout cas, c'est cohérent avec l'hypothèse qu'on a là. Okay, j'ai mis des points d'interrogation au cas où, mais bon. Parce qu'on pourrait imaginer que, qu'il n'y ait qu'un des deux allèles qui confère un phénotype dominant et l'autre conférerait un phénotype récessif. Donc là, on pourrait s'attendre à ce que une ou deux de ces deux cases donnent un phénotype sauvage. Mais là, c'est clairement pas le cas. Donc on peut même, à partir de ce tableau, dire, ben voilà, les 75% de mâles à œil réduit, ils sont là, et les 75% de femelles ayant l'œil réduit, elles sont soit hétérozygotes pour les deux gènes, soit hétérozygotes que pour un seul gène. Ça veut dire que le phénotype œil réduit, il est dominant, qu'il soit conféré par la mutation du gène R1 ou la mutation du gène R2. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Ça, c'est compliqué. Pourquoi pour la femelle, vous avez mis qu'un seul R1+, pourquoi? Laquelle femelle, Mélanie? Vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît? C'était sur les diapos d'avant, vous avez mis... non, celle d'avant. Encore. Là, là c'était l'autre. Voilà, c'est celle-là. Vous avez mis qu'une seule colonne R1+, parce que du coup, elle a R1+, et R1+. ouais, c'est ça, exactement. Ok, d'accord, merci. Ouais, vous pouvez faire ça, hein, bien sûr. S'il n'y a qu'un type de gamète, vous faites une colonne. C'est la fréquence qui change. Au lieu d'avoir 1,5 R1+, 1,5 R1+, ça fait 100% de R1+. Ok, d'accord, c'est juste ça. Ok, merci. Ok, pas de souci. Alors, Audrey a l'air de trouver ça compliqué. Et elle a raison. Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas, Audrey? Je vous laisse prendre la parole aussi. C'est juste un peu flou. Il faut refaire le croisement, le tableau, vous voyez? Sans le tableau de croisement, personne ne peut s'en sortir. Moi, je ne m'en sors pas sans le tableau. Hein. Je refais le tableau sur un truc comme ça. Le problème, la difficulté là, c'est qu'on ne connaît pas les résultats attendus au niveau phénotypique ici, parce qu'on ne sait pas si, d'ailleurs, il me manque un point virgule là, on ne sait pas exactement tous les phénotypes. Mais en tout cas, c'est cohérent. Pour ceux dont on connaît le phénotype, pardon, donc les 4 premières cases, là, on les connaît assurément, parce que ça ressemble aux individus qu'on a identifiés dans les différentes, dans les croisements. Donc ça, c'est ma souche sauvage. Ça, c'est ma F1. OK. Et puis, ça, c'est sauvage aussi. Donc, ces 3 cases-là, j'ai aucun doute. Et celle-ci, vous voyez bien, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau aussi à la souche mutante parentale. À un détail près, c'est qu'elle est R2+ ici. Sinon, c'est la même souche que le mutant de départ. Okay, donc, tout ça, là, j'aurais pu mettre un point d'interrogation aussi, éventuellement. Et là aussi, voilà, tous ces 5-là, on peut avoir un doute sur leur phénotype. Mais en attendant, si on prend la simple hypothèse que être hétérozygote pour R1 ou pour R2 est suffisant pour avoir un phénotype E réduit, ça permet d'expliquer tous ces résultats. Voilà. Oui, là, on conserve Q2. Là, j'ai pris l'hypothèse. Q2, c'était celle-là. Hein. Là, ça ne marche pas. Hein. Regardez. Si, ça marche. Ah bah si, excusez-moi, là, ça marche. Je vous dis une bêtise. Oui, là, on peut la conserver. Excusez-moi, là, on peut la conserver. C'est dans l'autre sens de croisement qu'on ne pouvait pas conserver. Je me suis un peu emporté. Pour la logique, on doit d'abord répondre à la question dominance-récessivité. Bah, c'est pas mal, mais vous voyez que pour dominance-récessivité, si on ne sait pas que c'est lié à l'X, si on n'a qu'un croisement,
paf, je vais prendre ça. Si j'ai qu'un croisement, ici, je peux avoir l'impression que je fais un test de dominance-récessivité. Donc, il faut bien faire attention toujours de regarder les femelles. Là, vous n'avez pas l'information sur ce croisement-là, mais il faudrait avoir l'information du phénotype des femelles. Et si vous avez l'information chez la femelle, vous avez l'information de dominance-récessivité. Ça, c'est pour la question de CI2. OK. Donc, pour revenir à mes moutons, là, je peux rejeter l'hypothèse. Là aussi, hop, sur la question ici, je peux rejeter l'hypothèse parce que j'attendais tous les mâles avec un phénotype sauvage et je vois que j'ai 50% de mâles avec œil réduit, 50% avec l'œil sauvage. Et là, est-ce que je peux rejeter? Non, je ne peux pas rejeter. Je vous ai dit une bêtise. Je ne peux pas rejeter parce que les résultats prédits, ils sont cohérents. Okay, donc, avec ce sens de croisement, je ne pourrais pas rejeter l'hypothèse de 2 gènes, 2 mutations sur X. OK. Les résultats, ils ne sont pas cohérents juste pour le premier croisement. Donc, ça, c'est pour ce qu'on disait. Alors, Romain, donc on dit quand même qu'on rejette Q2. Voilà, exactement. Il suffit qu'il y ait un cas qui permette de rejeter pour rejeter l'hypothèse. Okay. Si je vous dis qu'il est impossible d'aller plus vite que la vitesse du mur du son, oui, c'était considéré comme impossible jusqu'au jour où quelqu'un a réussi. Et quand quelqu'un a réussi, on a dit, ah bah si, en fait, c'est possible. Donc, on a rejeté l'hypothèse. Okay. Donc, c'est toujours la même chose. On prend l'hypothèse la plus simple, et tant qu'on ne peut pas la rejeter, on la conserve. Donc, avec le croisement qui est à droite, je ne peux pas rejeter, donc je la conserverai si j'avais que ce croisement-là. Mais comme j'ai l'autre croisement qui me permet de rejeter, je rejette l'hypothèse. Et je prends l'hypothèse la plus simple qui suit. L'hypothèse la plus simple qui suit, la souche mutante porte 2 mutations, l'une sur l'X, l'autre sur un autosome. Donc, on change les génotypes. OK. R1, R2, R2. R1 plus sur Y, R2 plus homozygote. La descendance, donc le mâle est R1, Y, R2 plus sur R2. Et là, ça me donne l'information qui me manquait tout à l'heure, œil réduit. Donc, je sais qu'être hétérozygote pour R2, si on est hémizygote pour R1, on a un œil réduit. Bon, c'est probablement ça pourrait n'être dû qu'à R1. Ça me semblerait assez logique. Je n'ai pas les femelles, donc je ne peux pas vous dire si c'est suffisant. Là, là j'ai une erreur. La souche sauvage est évidemment R2+, ici. Et ça, c'est bon, mais par contre, c'est œil réduit. Donc là, je vois qu'être double hétérozygote et permet d'avoir l'œil réduit. Je ne sais pas si c'est dû au gène R1 ou au gène R2 ou aux deux. Qu'est-ce que j'attends comme tableau? Je refais mes tableaux de croisement. Donc là, j'avais corrigé la SSR, c'est pas mal. Il faut que je pense à le faire sur la précédente. Je vais juste le gribouiller ici. Hop. Histoire de penser à le corriger tout à l'heure. Donc, quand je fais mon tableau de croisement, ma F1 elle donne des R1+, R2+, des R1, R2+, des R1+, R2, des R1, R2, puisque mes 2 gènes, ils ne sont pas sur le même chromosome. Okay, un sur l'X, l'autre sur un autosome. Donc, j'ai la même fréquence de chaque gamète. Un quart, un quart, un quart. Les recombinés ont la même fréquence que les parentaux. Et donc, la souche sauvage, elle donne soit R1+, R2+, soit Y, R2+. Donc, mes mâles, ils vont être R1+, sur Y pour un quart, R2 plus homozygote. R1 mutant, R2 plus homozygote, c'est le dernier qu'il a, qui donne a priori un œil réduit, puisque muté pour le gène R1, il n'y a rien en face, donc je ne peux pas avoir de réduit. Là, la même chose. Et là, je ne sais pas parce que je ne sais pas la relation de dominance-récessivité pour les allèles, enfin pour les phénotypes conférés par les... Pour le croisement qui est en haut, qu'est-ce que j'observe? Donc, la sauvage ici, le phénotype de la F1, et puis là, ma R1+ homozygote, il me manque un point virgule, décidément, il me manque plein de trucs sur ces diapos. Hop. Hétérozygote pour R2,
Et ici, hétérozygote que pour R1, homozygote sauvage pour R2. Donc, ces deux-là, je ne sais pas non plus les phénotypes, ça dépend si être hétérozygote confère un phénotype, le phénotype mutant ou pas. Je ne sais pas quelle est la relation de dominance-récessivité. Mais comme j'ai 75%, 25%, ben on va en déduire que ces phénotypes-là, ils sont dominants systématiquement et que ça nous explique les 75% de réduit, 25% de sauvage. Donc ça, c'est pour ce sens de croisement. Pour l'autre sens de croisement, est-ce que c'est cohérent ou pas? On va voir. Donc, la parentale, la mutante, elle est R1, R2 homozygote mutante. La sauvage, elle est hémizygote pour l'allèle sauvage de R1 et homozygote pour l'allèle sauvage de R2. Donc, les mâles F1, ils sont R1 sur Y et hétérozygote pour R2. Je croise par les femelles sauvages. Donc, les femelles sauvages, elles donnent toujours le même type de gamètes, R1 plus, R2 plus. Et par contre, les mâles F1, ils donnent soit R1, R2 plus, soit R1, R2 pour les femelles, soit Y, R2 plus, soit Y, R2. Okay, 4 types de gamètes différents. Et là, qu'est-ce que je vois? Là, les R1 plus, R2 plus homozygotes sont sauvages. R1 plus est hémizygote, R2 plus homozygote sont sauvages. C'est mes mouches sauvages. Les R1, R2, R1 plus, R2 plus, ben, ils ont un phénotype probablement œil réduit. Pareil pour celle-ci, pareil pour celle-ci. Okay. Ce qui serait cohérent avec le 50% de mâles à l'œil réduit, 50% à l'œil sauvage et 100% à l'œil réduit. Okay. C'est ce qu'on voit là. Fait en subliminal. Okay. Donc là aussi, le tableau, il peut être cohérent si je donne ce phénotype-là à ces génotypes. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, on ne le sait pas à l'avance. Ben non, on ne le sait pas à l'avance. Donc on regarde juste si c'est cohérent et on déduit de notre première hypothèse qu'elle est cohérente si on ajoute telle et telle hypothèse. Et donc on va rajouter ces hypothèses parce que on n'a pas de meilleure démarche à avoir. Donc ça, c'est compliqué. Je ne vous le cache pas. Donc, si vous avez du mal là-dessus, c'est normal. Je vous laisse, il va falloir que vous le repreniez un petit peu l'esprit frais à la maison, en posant, en écrivant les génotypes, en refaisant tout seul les choses. Okay, donc, les résultats attendus sont cohérents avec l'observation pour les deux croisements. Et je vais m'arrêter là. Je vais répondre aux questions s'il y en a. Et la semaine prochaine, donc pas la semaine prochaine, ce jeudi, vous ferez attention dans votre planning, il n'y a pas marqué que vous avez cours, mais vous avez bien cours jeudi à 11h. On fera l'interprétation des effets de dominance-récessivité et j'essaierai, dans le même cours, ça va être assez speed, mais c'est important de vous faire les applications dans le cadre de pathologie humaine pour vous illustrer un peu tout ça, de manière à avoir les derniers cours pour faire de la génétique bactérienne. Voilà. Donc, du coup, je suis tout à faire. Alors, Léa, dans le dernier croisement, je ne vois pas en quoi il y a 50% de mutants, 50% de sauvages pour le mâle. Regardez là, les mâles, ils sont ici. J'ai 50% de sauvages. Et cela, il pourrait être œil réduit si le fait d'être hétérozygote pour R2, pour muter R2, confère un phénotype œil réduit. J'imagine que ça répond à votre question, Léa. OK. C'était Léa, hein, je crois. Je ne sais plus. Je suis tout vert, bah ouais. Hop, regardez, c'est le soleil. On n'avait pas trop l'habitude. Alors, donc ça, c'était Léa, c'est bon. CC jeudi, oui, vous aurez un petit CC jeudi, effectivement. Lina, OK. Émile, le programme du CC ne change pas. Non, il ne change pas. Je suis tout ouvert et pourtant vous me voyez beige. Bah oui, c'est comme ça. On ne peut pas lutter. OK. Du coup, pour la question, on peut écrire R1Y, R2Y. Bah, comment ça, Romain, je ne comprends pas. Ah non, je mets R1, R2 sur Y, en général, pour la question 2, là.
Ok, j'ai mis R1, virgule, R2, le tout sur Y. C'est comme ça que c'est c'est comme ça que c'est le mieux, parce que si on vous mettez 2 fois votre chromosome Y, c'est bizarre. Hop. Monsieur, j'ai une question. Oui, je vous écoute. C'est par rapport au fichier que vous avez déposé sur Moodle sur les notes. Je vous Ouais. je vous ai envoyé un mail, je ne sais pas trop si vous avez eu le temps de voir, mais... Je l'ai vu juste avant de faire le cours. Ouais, Ah ok, bah, c'était juste pour ça, parce que c'était pas la bonne note. ouais je vais vérifier ça, puis je ferai une modification. Ça marche, merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur, Oui. en fait, juste, je n'ai pas compris dans vos tableaux, comment vous définissez. Par exemple, là, pour ce tableau-là, vous avez mâle, vous mettez R1, R2Y, et pour femelle, vous mettez R1+, R2+. En fait, je ne comprends pas comment vous choisissez. Ah ben là, regardez, c'est ce tableau-là hein, qui vous gêne. Oui, même du coup les autres, parce que je comprends pas. En fait, je comprends juste pas comment vous faites pour choisir. Là, je mets les gamètes. Là, sur la ligne, là, je mets les gamètes femelles. Vous êtes d'accord que le croisement qui m'intéresse ici, c'est des femelles sauvages. Donc, elles sont R1+, R2+, homozygotes. D'accord. Donc, les gamètes qu'elles donnent, c'est toujours des R1+, R2+. Ok. Ça, c'est 100% des gamètes qu'elles donnent. Et les mâles, ils sont R1, R2 sur Y. Le Y, il vient du père. C'est pour ça que c'est un mâle, par définition. Et les parentales ici, les mutantes, elles étaient R1, R2. A priori, c'est mon hypothèse, hein, mais mon hypothèse, c'est 2 mutations sur l'X. Donc, ça veut dire que ça va être R1. Elles vont avoir transmis leur X, qui est porteur de R1 et R2, muté. Donc, ça va être R1, R2 sur Y. Et ben, le mâle, quand il fait une méiose, il donne soit à 2 des cellules formées par la méiose le chromosome Y, soit son chromosome X, qui est porteur des mutations R1 et R2. Okay, donc, j'ai 50% des gamètes qui vont être R1 et R2. Ça va me donner des femelles, puisqu'elles seront X sur X. Ça, c'est un X. Ça, c'est un X aussi. Et ceux qui vont les 50% d'autres gamètes donnés par ce mâle, ils portent le chromosome Y, donc ça va être des mâles. On est d'accord? D'accord. Ok. Ben voilà. On peut faire l'autre cas qui était juste après, s'il vous plaît. Tu as? Oui, s'il vous plaît. Ouais, ok, pas de souci. Donc, c'est exactement le même principe. Il faut que je retrouve mon crayon. J'ai perdu mon crayon. Voilà, il est là. Voilà. Donc, les mâles ici, ils donnent leur Y au mâle qui est là. Ok? C'est le Y là. Donc, les femelles ont donné le chromosome X du mâle. Et on est d'accord que ces femelles, elles sont sauvages, donc elles sont R1+, R2+. Donc, ça veut dire que le mâle, là, il est... je suis en train de vous faire n'importe quoi parce que là, c'est la souche sauvage. Excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Est-ce que je vais être capable d'effacer? Je ne suis pas sûr parce que je ne l'ai pas fait avec ce mode-là. Non, je ne peux pas effacer. Je ne peux pas effacer la bêtise que je viens d'écrire. Ah si, c'est bon. Juste, monsieur, est-ce qu'au moins il y aura un TD dessus? Oui, vous allez avoir des TD dessus, oui. Ok, ça marche parce que... Non, mais je vais vous le refaire. Laissez tomber ce que j'ai écrit là. Là, ce qui nous intéresse, c'est la F1 qui descend de ce croisement. La F1, elle a récupéré... Je vais mettre... non, je ne peux pas changer de couleur avec ce truc-là, je crois. Elle a récupéré le X, ici, qui va là. Elle a récupéré R1+, R2+, celui-là ou l'autre à côté, qui va là. OK? Ça va, ça? En fait, je ne comprends pas pourquoi dans le tableau, du coup, il y a R1+, et R2+, et Y. Alors, le mâle, la souche sauvage qui est utilisée ici, c'est le mâle qui est là. Oui. Okay? Mâle sauvage. Le mâle sauvage, il est R1+, R2+. Okay? Il est sauvage, donc il a les 2 allèles sauvages. Et sur l'X et il a un chromosome Y. Donc, de la même manière, dans 50% des cas, il va transmettre son X et dans 50%, il va transmettre son Y. S'il transmet son Y, ça va nous donner des mâles. Ils vont tous avoir un Y. Donc, à partir du moment où ils ont un Y, bon, c'est les drosophiles, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est le nombre de chromosomes X qui sont importants, mais peu importe. Là, ça va donner que des mâles.
Alors, Et là, du coup, ce qu'il y a dans le tableau, attendez que je finisse. Ok, Là, on est d'accord qu'il y a R1 plus R2 plus, pardon, c'est celui-là, paf, qui viennent d'ici. Et là, R1 plus R2 plus, R1 R2, R1 plus R2, c'est celui-ci, parce que je m'étais trompé tout à l'heure, et R1 R2 plus, qui est là. Et on a ces 4 types de gamètes-là qui ont pas la même fréquence, enfin, qui peuvent avoir la même fréquence ou pas, on ne sait pas, en fonction de la liaison génétique, puisqu'on ne sait pas si nos deux gènes ils sont liés génétiquement. Donc, ça veut dire qu'ici, ça, c'est R, 1 moins R, pardon, 1 moins R sur 2. Ça, c'est pareil, 1 moins R sur 2. Et ça, c'est les recombinants, donc c'est R sur 2 et R sur 2. ah, ok. Ok, oui, je crois que j'ai compris, monsieur, merci. Ok, mais je vous en prie. C'est pas évident, ça. Monsieur, C'est un peu pourquoi compliqué. on a 4 colonnes là pour la femelle? Normalement, c'est juste R1 plus R2 plus sur R1. Alors, reprenez, parce que vous avez été trop vite, j'ai pas compris. Je comprends pas d'où ça sort les 2 dernières colonnes de la femelle. Ah, bah, c'est les recombinants, parce que si c'est sur le même... Là, je peux avoir des recombinaisons. OK. Votre femelle, elle est R1 plus R2 plus sur R1 R2. Et il peut y avoir des recombinaisons là, entre les deux. Donc, ça peut associer R1 plus et R2 et R1 et R2 plus. OK. Donc à chaque fois, on met toutes les possibilités. Chez la femelle, il y a des recombinaisons possibles. Il n'y en a pas chez le mâle, mais chez la femelle, il y en a. Ok, ok, merci. OK. D'où la fréquence des gamètes que vous voyez, que j'ai rajouté là sur le tableau. Hein, ici, là. Hein. 1 moins R sur 2, 1 moins R sur 2, R sur 2, R sur 2. Ok, merci. Okay. Alors, je vois qu'il y a encore d'autres questions. Alors, Seydou, ce qui est un peu compliqué ici, c'est qu'on ne sait pas si R1 ou R2 qui se trouve sur l'autosome. Sinon, mais on s'en moque, Seydou. On s'en moque. Vous allez les appeler comme vous voulez, R1 et R2. Si vous voulez appeler R2 celui qui est sur l'X et R1 celui qui est sur l'autosome, on peut. Hein. Ça ne changera absolument rien. Okay. Ce qui est vraiment compliqué, c'est qu'on ne connaît pas les phénotypes quand on est hétérozygote que pour l'un et homozygote sauvage pour l'autre. Ça complique. Et aussi, enfin voilà, du coup, ça, c'est vraiment difficile. On ne va pas vous donner des exemples super compliqués en contrôle, on ne va pas vous faire des trucs supra compliqués où les deux gènes ils sont génétiquement liés, puis pour une mutation, c'est récessif, le phénotype mutant est récessif, pour l'autre, c'est dominant. Enfin, voilà, on ne va pas vous faire des trucs de dingo. On va faire des trucs plus simples que ça. Si on dit qu'on a des gènes sur des chromosomes indépendants, quand on fait la prédiction des résultats, on part du principe que c'est vrai au départ et on écrit A, B ou alors tant qu'on a. Alors, si vous posez l'hypothèse, vous notez avec l'hypothèse que vous avez posée. Ok, c'est quand même le plus simple. Quitte à refaire après, comme moi, chaque fois, je refais. Alexandre, R1 et R2 sont dominants sur R1+, et R2+. Alors, encore une fois, Alexandre, là aussi, il y a une difficulté. Ce n'est pas les allèles qui sont dominants. C'est les phénotypes conférés, le phénotype conféré par R1, qui est dominant sur le phénotype conféré par R1+, et le phénotype conféré par R2, qui est dominant par rapport au phénotype sauvage, donc celui conféré par R2+. Donc, vous pouvez le dire en disant les mutations confèrent un phénotype qui est dominant par rapport aux allèles sauvages. Et là, vous êtes tranquille. Ok, donc avec le point-virgule. Ouais, c'est ça. Ben, vous pouvez mettre le 3 petits points, mais vous pouvez corriger après. Bon, après, on va pas. Enfin, je pense qu'on vous en tiendra pas rigueur si vous notez les trucs correctement et vous expliquez votre démarche. Donc, à chaque fois, on dit qu'on suppose si R1 est dominant et R2 aussi. Ben, là, on le dit a posteriori, on dit ces résultats sont cohérents si les phénotypes conférés par R1 et R2 sont dominants par rapport au phénotype sauvage. On va le dire a posteriori. Okay, parce qu'on ne peut pas le deviner là. Là, on n'a pas les informations. Encore une fois, on ne vous mettra pas dans un cas aussi difficile en contrôle. Monsieur? Si vous le comprenez, c'est très bien. Oui, je vous écoute, Fousia. Et en fait, je n'ai pas compris le phénotype de la F1.
je ne sais pas si ce sont les femelles qui ont l'œil réduit ou si c'est les mâles. C'est ce qu'on vous a indiqué seulement. Voilà. Donc, vous voyez que là, les deux ont l'œil réduit quand on fait les croisements réciproques, mais on vous a pas indiqué qu'ici, les femelles avaient l'œil réduit, et on ne vous a pas indiqué ici que les mâles avaient l'œil réduit aussi. Donc, pense les que- mâles ont le phénotype sauvage. Non. Là, les mâles, ils ont le phénotype sauvage, effectivement. Les mâles F1, ici, ils ont le phénotype sauvage, puisque forcément, la femelle, elle est R1 plus R2 plus. OK. R1 plus R2 plus. OK. Donc, forcément, le mâle F1, il va récupérer, alors là, c'est Y, et puis ça va être R1 moins, alors je sais plus si dans l'exemple qu'on est, peu importe que le R2 il soit sur le même chromosome ou pas, hop. On va dire que ce n'est pas sur le même chromosome. Hop. Dans ce cas-là, vous voyez que, si je fais ça, on va faire ça, la F1, elle va être R1+, le mâle F1, il va être R1+, tac, comme ça. Donc, il aura l'œil réduit. Ah oui, donc il aura l'œil réduit si ce n'est pas sur le même chromosome, parce qu'il sera comme ça. Mais si ça avait été sur le même chromosome, il aurait eu l'œil réduit, ouais, ça. Si ça avait été sur le même chromosome, il aurait été R1+, R2+, sur Y. Auquel cas, il aurait eu l'œil sauvage. Mais monsieur, ça ne peut pas être sur le même chromosome vu que l'un c'est un autosome et l'autre un gonosome, non? Alors oui, non, ça c'était pour... alors, ça c'est si deux chromosomes différents. Donc c'est l'hypothèse 3 qu'on a prise. Et ça, c'est si deux mutations sur l'X. Okay. On a observé ça, et là, on aurait observé ça. C'est plus clair, Fouzia? Oui, merci. Je vous en prie. Une dernière question avant le déjeuner? Oui, moi j'en ai une. Alors, je vous écoute. En fait, j'en ai deux. Alors, la première, c'est concernant le CC de jeudi. Je voulais savoir si vous alliez mettre un mail qui récapitule ce qu'on aurait pour le CC. Mais c'est la même chose que là, en fait. Hein. Oui, mais comme on n'a pas récapitulé pour cette fois, donc… C'est tout ce qu'on a vu, sauf la génétique avec la partie recombinaison chez la drosophile. D'accord. Et aussi, je voulais savoir, est-ce que c'est possible de compter ce CC pour ceux qui ont eu une bonne note? Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, j'ai bien compris. Il y a plusieurs qui ont posé la question. Pour moi, à partir du moment où vous avez compris pour aujourd'hui, vous aurez compris pour jeudi, donc ça sera la même chose. D'accord. Ok, merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Vous aussi. Iman, je crois que la question vous a déjà été posée une fois, mais je voulais savoir s'il y a un manuel que vous conseillez pour réviser globalement. Il y a il y a 2 livres de génétique de Jean-Louis Serre. Je vais vous noter. Jean-Louis Serre, aux éditions Duno. Ils sont à la bibliothèque, donc vous pouvez les emprunter. Si vous voulez les acheter, il y a plein d'éditions différentes. La dernière, je suis auteur avec Madame Netter, mais il n'y a pas des modifications majeures dans l'ouvrage. Donc, si vous voulez acheter une édition d'occasion, n'hésitez pas non plus. Je ne fais pas la pub pour gagner de l'argent. Hein. Je crois que je gagne 15 centimes par ouvrage. Donc, voilà. Je crois que je ne vais pas être riche à cause de ça, ou grâce. Donc, Serre, édition Duno, il y a un maxi-fiche. Monsieur? Et il y a un ouvrage qui s'appelle Génétique, tout simplement. Il y a 2 ouvrages différents. Donc, n'hésitez pas, vous allez à la bibliothèque, vous les empruntez, il y en a plein, et vous devriez vous en sortir. Riyad, c'est possible de faire un QCM d'entraînement pour ce genre d'exercice parce que c'est chaud un peu. Alors, il n'y aura pas de QCM là-dessus, Riyad, parce que c'est trop chaud, justement.